La légende de la comédie, qui avait coutume de railler présidents et stars, nourrissait une rancune silencieuse, vieille de plusieurs décennies, envers l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood. Une rancune qui ne serait jamais reconnue publiquement. Ne reparlez plus de ça, claqua Rickles, sa voix tranchante comme un rasoir malgré ses 87 ans. La réception d'avant-spectacle des Kennedy Center Honors de 2013 s'était figée un instant. Le célèbre acteur, tendant la main à travers le salon VIP, resta figé tandis que Rickles lui tournait délibérément le dos et s'éloignait. Les témoins ont ensuite décrit le froid glacial qui s'est abattu sur la pièce. La main tendue est restée suspendue dans l'air pendant 3 secondes insoutenables avant de se rétracter lentement. Aucune caméra n'a capturé l'instant, aucun tabloïd ne l'a rapporté, mais les personnes présentes ont compris qu'elles avaient aperçu quelque chose de brut et d'inachevé, entre deux légendes qui remontaient à des décennies. Plusieurs participants, dont un producteur de télévision chevronné ayant requis l'anonymat, ont décrit le silence gênant qui a suivi. C'était comme regarder une scène de film, a rappelé le producteur, un de ces moments où le vrai drame hollywoodien se déroule hors caméra. Mais tout le monde a fait semblant de ne pas le remarquer, mais nous l'avons tous vu. Le manager de longue date de Rickles, Tony Opedizano, s'est vite approché de son client, le guidant vers le bar où Regis Philbin l'attendait avec un sourire amical, prêt à désamorcer la tension. L'acteur rejeté a gardé son calme, hochant poliment la tête à Martin Scorsese, qui s'est approché de lui quelques secondes plus tard. La soirée allait continuer. Des discours seraient prononcés, des honneurs seraient décernés, mais ce moment imprévu en a révélé plus sur Don Rickles que n'importe quel hommage préparé n'aurait pu le faire, avant qu'il ne devienne monsieur. Connu pour sa chaleur, le roi de la comédie d'insultes, Donald G. Rickles, est né le 8 mai 1926 à Queens, New York. Fils d'immigrants lituano-juifs, le jeune Don grandit pendant la dépression avec un père vendeur d'assurance et une mère qui lui insuffla une confiance inébranlable en lui-même. Ma mère croyait que j'avais décroché la lune, se souvenait souvent Rickles en interview. Même quand je n'étais personne et que je jouais dans des bouges, elle disait à tout le monde que son fils était une star. Peut-être que je le suis devenu juste pour lui donner raison. Cette féroce dévotion maternelle a forgé la personnalité de Rickles de manière à alimenter plus tard ses insécurités et ses ambitions. En grandissant à Jackson Heights, il a développé l'esprit vif qui le rendrait célèbre, bien que ses camarades de classe s'en souviennent initialement comme d'un mécanisme de défense contre les brutes qui ciblaient sa petite taille. Après avoir servi dans la marine durant la Seconde Guerre mondiale à bord de l'USS Sirène, Rickles revint avec des rêves qui dépassaient ses perspectives. Bien que les combats l'aient largement épargné, son service militaire avait cristallisé sa compréhension de la hiérarchie masculine et du pouvoir de l'humour pour désamorcer les tensions, des leçons qui lui seraient très utiles dans le monde du spectacle. Après sa démobilisation, Rickles a étudié le théâtre à l'American Academy of Dramatic Arts avec ses camarades de classe Jason Robards et Anne Bancroft, mais les rôles traditionnels lui échappaient. Hollywood voyait en lui un acteur de caractère petit et chauve, là où Rickles s'imaginait en premier rôle. « Je voulais être Cary Grant », a-t-il dit un jour à Vanity Fair. Le miroir me disait que je ressemblais davantage au frère moins beau d'Edward G. Robinson. En 1953, en difficulté et désespéré de trouver du travail, il a commencé à faire du stand-up dans des clubs de striptease et des bouges à travers le Nord-Est. Les engagements aux Slade Brothers, chez Murray Franklin et Hanson, payèrent les factures, mais suffisaient à peine à maintenir ses rêves d'acteur qui s'évanouissaient. La légende raconte qu'une nuit, face à une foule difficile de Miami Beach, Rickles a abandonné ses blagues préparées et a commencé à lancer des insultes aux chahuteurs. La salle a explosé. Une personnalité était née. « Je ne fais pas de blagues. Si j'ai dit quelque chose qui vous a fait rire, je suis doué, pas chanceux, a-t-il un jour expliqué. Son style abrasif, traitant les membres du public de palais de hockey et égratignant leur apparence, leur origine ethnique et leur profession, a d'une manière ou d'une autre transformé l'offense potentielle en une approbation retentissante. L'innovation ne résidait pas seulement dans le fait d'être insultant. Des humoristes insultants existaient bien avant Rickles. Son génie résidait plutôt dans la création d'une atmosphère où être insulté par Don Rickles devenait un honneur convoité, une véritable forme d'acceptation plutôt que de rejet. Vers la fin des années 50, le phénomène Rickles prenait de plus en plus d'ampleur. Quand Frank Sinatra est arrivé à l'improviste à son spectacle au Slate Brothers Night Club en 1957, Rickles a lancé sa célèbre boutade « Mets-toi à l'aise, Frank, frappe quelqu'un ». Plutôt que de s'offenser, Sinatra est devenu l'un de ses plus grands défenseurs, assistant fréquemment à ses spectacles et amenant des amis célèbres. Le soutien de Frank a absolument tout changé, a expliqué plus tard le comédien Tom Dreesen. Quand le président du conseil d'administration dit que vous êtes bon, toutes les portes d'Hollywood et de Vegas s'ouvrent. Les années 60 ont vu Rickles conquérir Las Vegas, devenant le roi incontesté du strip, Johnny.
L'émission l'a rendu célèbre dans tous les foyers, avec plus d'une centaine d'apparitions qui ont consolidé son statut de véritable légende de la comédie. Ses rôles au cinéma dans Beach Party, Les Héroïques de Kelly et plus tard, Casino, ont mis en lumière ses talents d'acteur souvent sous-estimés. Et son image publique était méticuleusement construite. L'humoriste provocateur dont les vannes masquaient un cœur d'or. Les initiés d'Hollywood savaient que le vrai Rickles était loyal, généreux et étonnamment sensible. Les célébrités convoitaient son attention. Se faire vanner par Rickles devint un insigne d'honneur à Hollywood. Mais sous le vernis soigneusement construit de « tout ça, c'est pour rire », se cachait un homme complexe avec de profondes insécurités, des exigences de loyauté féroces et des rancunes personnelles qui ont couvé pendant des décennies. Comme l'a fait remarquer son ami de longue date Bob Newhart dans son éloge funèbre de Rickles, Don se souvenait de la moindre offense, de chaque rejet qu'il percevait, de chaque poignée de main qui lui semblait trop brève ou trop molle. Il ne vous en parlera peut-être jamais, mais il l'a classé comme un bibliothécaire avec un système de classement parfait. Ce soir, nous allons lever le voile sur la façade soigneusement entretenue de Don Rickles, l'homme qui a raillé les présidents et les stars de cinéma en face, mais qui nourrissait des ressentiments silencieux et brûlants à huis clos. Qui a vraiment mérité le mépris privé de Rickles? Quelles limites ne devraient jamais être franchies avec cet humoriste qui s'attaque à tout le monde? Et pourquoi un acteur oscarisé est-il devenu la cible de sa rancune la plus longue et la mieux cachée? Le public voyait Rickles railler joyeusement la calvitie de Frank Sinatra ou la boisson de Dean Martin, mais il n'a jamais vu ce qui se passait après, quand une entorse à son code de respect non écrit transformait la camaraderie en un froid mépris. Don fonctionnait selon des règles très spécifiques, a expliqué le comédien Jeffrey Ross, souvent appelé l'héritier de Rickles. Le problème était qu'il ne vous disait jamais ces règles avant d'en avoir enfreint une. Accrochez-vous pour découvrir la liste surprenante d'ennemis que Rickles s'est fait durant ses 6 décennies de carrière. Certains, il les a pardonnés. Certains, il les a publiquement accueillis, bouillonnant de fureur en son fort intérieur. Et l'un d'eux, avec qui il ne se réconciliera jamais vraiment avant son décès en 2017, deviendrait son adversaire personnel le plus tenace et le plus persistant. En 1976, après près de 2 décennies d'amitié et plus de 100 apparitions au célèbre Tonight Show, la relation entre Rickles et Johnny Carson a connu sa première véritable et sérieuse épreuve. Le divorce de Carson avec sa 3e femme, Joanna Holland, s'était envenimé. Pendant la procédure, Rickles fit une blague qu'il croyait inoffensive sur la situation lors d'un spectacle à Las Vegas, à l'hôtel Sahara. Selon les participants, Rickles a plaisanté. Johnny est en train de divorcer à nouveau. Il est devenu si doué pour ça que cette fois, il s'occupe lui-même des formalités. La nouvelle est parvenue à Carson en quelques jours. L'animateur du Tonight Show, réputé pour son caractère secret, a immédiatement coupé les ponts avec Rickles. Pendant 6 mois, aucun de ses appels n'a été retourné. Aucune apparition au Tonight Show ne s'est matérialisée. Je pensais que j'étais fini, a plus tard confié Rickles à Vanity Fair. Johnny pouvait faire ou défaire des carrières d'un simple coup de fil. Et soudain, mon téléphone a cessé de sonner. Ce n'était pas seulement le Tonight Show. C'était comme si quelqu'un avait lancé un avertissement général dans tout le milieu. Le producteur de Carson, Fred de Cordova, a révélé plus tard que Carson avait en fait rédigé une note restreignant les apparitions de Rickles. Johnny mettait très rarement quelque chose comme ça par écrit, a noté de Cordova. C'est ainsi que j'ai compris la profondeur de sa colère. L'impasse ne s'est terminée que lorsque leur ami commun Bob Newhart est intervenu lors des Emmy Awards de 1977, organisant une rencontre gênante dans un couloir entre les deux hommes. Carson aurait seulement dit « Ne refais jamais ça ». Leur relation professionnelle a repris, mais les initiés ont noté le subtil jeu de pouvoir de Carson, programmant Rickles pour les créneaux du mercredi plutôt que les positions convoitées du lundi et du mardi qui attiraient généralement des audiences plus élevées et des co-invités plus prestigieux. Rickles ne s'est jamais plaint publiquement, mais il nourrissait en privé une amertume profonde concernant ce qu'il considérait comme une punition disproportionnée de Carson pour une simple plaisanterie. Il racontait la même histoire à ce sujet 20 ans plus tard avec la même indignation, se souvenait Newhart. Dans l'esprit de Don, Johnny avait clairement violé le code des humoristes. Tout est permis si c'est drôle. Peu de gens savent que l'amitié légendaire entre Rickles et Sinatra a failli être brisée définitivement en 1983. Lors du gala présidentiel de Ronald Reagan en janvier, Rickles est allé trop loin, même selon ses propres critères. Devant Barbara, l'épouse de Sinatra, il a lancé un numéro de 5 minutes sur les mariages passés de Sinatra et ses infidélités présumées. Frank s'est marié tant de fois qu'on ne lui jette plus de riz. On lui jette du riz express, a plaisanté Rickles devant un public de plus en plus mal à l'aise. Il a poursuivi, Frank, c'est comme un catalogue de mariage. Il a tout répertorié par saison et par marié. Barbara Sinatra se raidit de façon visible. Le Frank de...
Les caméras ont capturé le sourire gêné de Reagan se figeant sur place. L'agent des services secrets, Robert Lagratta, posté en coulisses ce soir-là, a décrit plus tard la tension. J'ai vu le président Reagan lors de briefings tendus sur la sécurité nationale, et il était plus détendu que lorsqu'il regardait ce numéro se dérouler. En coulisses, selon 3 témoins distincts, Sinatra a attrapé Rickles par les revers et l'a plaqué contre un mur. « Tu ne mêles jamais ma femme à ça », siffla-t-il. « Non, pas Barbara, jamais. La sécurité est intervenue avant que les choses ne dégénèrent davantage, mais le mal était fait. » Pendant les 6 mois suivants, la grande influence de Sinatra fit annuler mystérieusement les réservations clés de Rickles à Vegas, lorsque l'agent de Rickles appela le Sands Hotel pour confirmer l'engagement régulier de son client. On lui dit que les dates étaient à l'étude. Elles le restèrent jusqu'à ce que la colère de Sinatra se calme. Rickles, désespéré de réparer la relation cruciale pour sa carrière, envoyait chaque jour des mots d'excuse à la propriété de Sinatra à Palm Springs. Il ne reçut aucune réponse. À un moment donné, Rickles se serait présenté sans être invité chez Sinatra, pour être refoulé à la grille. La détente ne survint qu'après que Rickles eut une légère alerte cardiaque fin 1983. Sinatra, apprenant l'hospitalisation, a envoyé des fleurs avec un mot disant simplement « Ne refais pas ça, Frank ». Pour le réveillon du Nouvel An, ils se produisaient à nouveau ensemble au Golden Nugget à Las Vegas, mais les plus proches des deux hommes ont noté un changement subtil dans leur dynamique. Là où Rickles avait auparavant joui d'une liberté inhabituelle avec Sinatra, il y avait maintenant des limites tacites. Le nom de Barbara Sinatra n'est plus jamais apparu dans le numéro de Rickles. Quand Joan Rivers a quitté son poste de présentatrice invitée permanente du Tonight Show en 1986 pour lancer une émission concurrente sur Fox, l'industrie s'est divisée en camps. Aucune rupture ne fut plus profonde qu'entre Rivers et Don Rickles. Bien qu'ils aient été amis pendant plus de 2 décennies, dînant fréquemment ensemble avec leurs époux et même passant des vacances ensemble au début des années 1980, Rickles prit immédiatement et publiquement le parti de Carson, déclarant dans une interview pour Variety en juin 1986 « Dans ce milieu, la loyauté importe plus que quelques dollars de plus ». Johnny a tout donné à Joan, et c'est de cette manière qu'elle le lui rend. Cette déclaration a particulièrement blessé, venant de Rickles, qui avait toujours soutenu Rivers à travers toutes ses difficultés de carrière. Au moment les plus bas de la carrière professionnelle de Rivers, Rickles était connu pour la recommander pour des spectacles et vanter son talent auprès de propriétaires de clubs influents. Rivers, blessé par les critiques pendant une transition professionnelle déjà difficile, appela Rickles directement. Selon son autobiographie, la conversation a rapidement dégénéré. « Don m'a hurlé dessus comme si j'avais tué sa mère », écrivit Rivers. « Quand je lui ai rappelé qu'il m'avait dit de toujours prendre la meilleure offre, il m'a raccroché au nez. Mind your Mon mari, Edgar, voulait le rappeler, mais je connaissais Don assez bien pour savoir qu'une fois cette limite franchie, il n'y avait pas de retour en arrière. Pendant 3 ans, ils ne se sont pas parlé. Lors des événements de l'industrie, une planification élaborée garantissait qu'ils ne se croiseraient jamais. La communauté hollywoodienne s'est largement rangée du côté de Carson et par extension de Rickles, rendant l'isolement professionnel de Rivers presque total. Cette querelle a coûté plus à Rivers qu'à Rickles. Tandis que sa carrière continuait sans entrave, son émission a échoué. Son mari s'est suicidé et elle fut temporairement bannie de plusieurs lieux. Lorsqu'ils se sont enfin réconciliés lors de la fête d'anniversaire de Milton Berle en 1990, Rickles aurait chuchoté à Rivers « J'avais raison, mais je n'aurais pas dû être si cruel ». Rivers a ensuite réfléchi. Don représentait le vieux code de Vegas. On ne trahit jamais sa famille. Dans son esprit, Johnny faisait partie de la famille, et je l'avais trahi. Ce que Don n'a jamais compris, c'est que Johnny ne nous considérait pas comme sa famille. Nous n'étions tous utiles pour lui que jusqu'à ce que nous ne le soyons plus. La transition chaotique de 1992 de Carson à Leno, qui a rendu David Letterman, l'héritier désigné, furieux et les dirigeants de la chaîne en pleine panique, a forcé les fidèles de la comédie hollywoodienne à choisir leur camp. Rickles, malgré sa longue histoire au Tonight Show, a choqué les initiés en soutenant subtilement Letterman. Rickles était apparu pour la première fois avec Letterman lors de l'émission matinale de ce dernier en 1980 et ils avaient développé une admiration mutuelle sincère. Bien qu'il ait continué à se produire au Tonight Show de Leno, des sources internes ont noté qu'entre 92 et 95, Rickles était apparu 2 fois plus souvent dans l'émission concurrente de Letterman sur CBS. Don respectait l'éthique de travail de Jay, mais il aimait le mordant de Dave, a expliqué le scénariste comique Stan Zimmerman, qui a travaillé avec Leno et Letterman durant cette période. Don dirait « Jay est un gentil gamin, mais Dave a ce qu'il faut. Le vrai point de rupture est survenu lors d'une apparition au Tonight Show en 1994. Leno, tentant de s'engager dans des plaisanteries à la Rickles, a fait un BL.
Son âge et sa pertinence décroissante. Le public du studio a ri. Rickles, lui, non. Les coulisses, c'était l'hiver nucléaire, a déclaré plus tard un employé de NBC à Entertainment Weekly. Don a dit à Jay, « Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. » Et il est parti. Pas d'au revoir, pas de « à la prochaine », juste parti. Leno, comprenant la gravité de son erreur de jugement, aurait appelé Rickles cette nuit-là et le lendemain matin, lui laissant des messages où il s'excusait de plus en plus. Selon Debbie Vickers, la productrice de longue date de Leno, Leno a même envoyé une lettre manuscrite où il expliquait qu'il avait cherché à rendre hommage à Rickles en adoptant son style d'insulte. Pendant près de 2 ans après cela, Rickles a refusé de participer au Tonight Show. Il n'est revenu qu'en 1996, lors de la promotion de son autobiographie, mais ses apparitions semblaient superficielles. Les téléspectateurs attentifs ont remarqué que là où Rickles avait l'habitude de prolonger ses segments en ignorant les signaux de pause publicitaire, ses apparitions chez Leno se terminaient désormais pile à l'heure. Jay a toujours respecté Don, mais ce sentiment n'était jamais vraiment réciproque, a reconnu Vickers. Don représentait l'aristocratie de la comédie d'une génération plus ancienne. Dans son esprit, Jay n'avait pas payé son dû pour mériter le trône. La rancune la plus tenace et la plus soigneusement dissimulée de la carrière de Rickles commença le 24 mars 1990 lors de la 62e cérémonie des Oscars. Les deux hommes étaient présents, Washington en tant que nominé pour Glory, Rickles en tant que présentateur pour le meilleur montage sonore. Selon plusieurs sources présentes à l'after-party du bal du gouverneur, Rickles a approché Washington pour le féliciter de sa victoire. Washington, grisé par l'euphorie de sa première victoire aux Oscars et entouré de nombreux admirateurs, n'aurait pas reconnu Rickles. Quand un assistant lui a chuchoté à l'oreille, l'acteur a offert une poignée de main distraite, sans vraiment s'engager, avant de se retourner vers son cercle de célébration. Pour la plupart des gens, cela aurait été un oubli tout à fait compréhensible lors d'une des plus grandes soirées de la carrière de Washington. Mais pour Rickles, un homme dont le personnage comique masquait de profondes insécurités concernant son statut à Hollywood, l'affront perçu l'a profondément blessé. Don en a parlé pendant des semaines après, a raconté plus tard son ami de longue date Bob Newhart. Il n'arrêtait pas de dire « Je suis dans ce métier depuis 40 ans ». Pour qui se prend-il? Ce n'était pas seulement que Denzel ne le reconnaissait pas, c'est qu'une fois qu'il l'a fait, il n'a toujours pas accordé à Don le respect qu'il estimait mériter. L'affront aurait pu s'estomper de la mémoire de Rickles si leur chemin ne s'était pas recroisé quelques mois plus tard lors d'un gala de bienfaisance pour le Cedars-Sinai Medical Center. Assis à des tables différentes, mais se voyant l'un l'autre, des témoins affirment que Rickles a levé son verre en direction de Washington plusieurs fois au cours de la soirée. Washington, plongé dans sa conversation avec ses convives, n'a apparemment jamais remarqué le geste. Au moment de la 3e rencontre, Rickles avait commencé à développer ce que ses amis décrivaient comme une obsession pour ce qu'ils percevaient comme les rejets délibérés de Washington. La situation s'est aggravée 3 ans plus tard, lorsque les deux hommes ont obtenu des rôles secondaires pour le drame juridique Philadelphia. Selon les assistants de production, Rickles a tenté des ouvertures amicales envers Washington lors de la première lecture de scénario. Washington, intense et concentré sur son rôle exigeant, serait resté d'une politesse distante. Denzel était dans son personnage dès son arrivée sur le plateau, a expliqué un coordinateur de production qui a demandé à ne pas être nommé. Il incarnait un avocat homophobe aux prises avec ses propres préjugés. Ce n'était pas personnel envers Don ou qui que ce soit d'autre. C'était sa méthode. Leurs quelques scènes ensemble furent tournées efficacement mais séparément, avec un minimum d'interaction entre les prises. Le réalisateur Jonathan Demme mentionna plus tard l'intéressante distance professionnelle entre certains membres du casting, sans les nommer. La maquilleuse Linda Grimes, qui a travaillé sur le film, s'est souvenue de la frustration croissante de Rickles. Un matin, pendant que je le maquillais, Don a déclaré « Cela fait 40 ans que je fais rire les gens ici, et ce gamin ne peut même pas me regarder dans les yeux. » J'ai essayé d'expliquer que Denzel était simplement concentré, mais Don avait déjà pris sa décision. La rupture finale est survenue lors des American Cinema Awards de 1995. Assis à des tables adjacentes, Rickles aurait, dit-on, invité Washington à le rejoindre lors d'un prochain événement caritatif. Selon des témoins, Washington aurait décliné l'invitation, évoquant des problèmes d'emploi du temps. 3 jours plus tard, le représentant de Washington a annoncé sa participation à un événement caritatif concurrent le même week-end. Don l'a considéré comme délibéré, a déclaré un associé de longue date de Rickles à Vanity Fair dans une rétrospective de 2018. Dans son esprit, Denzel l'avait maintenant snobé 3 fois. Et Don Rickles n'oubliait pas les affronts. Pendant les 22 années suivantes, jusqu'à la mort de Rickles en 2017, les deux hommes ont fréquenté les mêmes cercles hollywoodiens, mais ont maintenu une distance soigneusement chorégraphiée. Les organisateurs savaient qu'il ne fallait pas les asseoir à des tables voisines. Une
Évitez de les réserver pour des segments consécutifs. Quand Rickles a publié son autobiographie en 2007, le nom de Washington était remarquablement absent de la longue liste de collègues qu'il avait loués. Pendant les efforts de réalisation de Washington, Rickles déclinait les invitations aux projections, envoyant ses regrets par l'intermédiaire de représentants. Washington, de la vie générale, restait soit inconscient, soit indifférent aux sentiments de Rickles. Quand on a interrogé Washington sur Rickles après sa mort, il a fait des éloges génériques. C'était une légende de la comédie. Sa voix unique nous manquera. Mais l'incident des Kennedy Center Honor de 2013, notre scène d'ouverture a révélé que, même à la fin de ses 80 ans, Rickles avait gardé rancune. L'humoriste provocateur le plus respecté de l'histoire, qui avait bâti une carrière sur la confrontation, a choisi le ressentiment silencieux plutôt que la réconciliation avec l'homme qu'il respectait peut-être le plus. À la fin des années 1980, Andrew Dice Clay avait fait une entrée fracassante sur la scène comique avec son personnage délibérément offensant, vêtu de cuir. De nombreux médias l'ont qualifié de successeur naturel de Rickles, une comparaison qui, dit-on, exaspérait Rickles. Don voyait une différence énorme entre sa comédie d'insultes et le matériel de Dice, a expliqué l'historien de la comédie Cliff Nesteroff. Rickles insultait des personnes précises en face, avec une affection sous-jacente. Clay ciblait des groupes entiers de personnes avec un vrai dédain. Cette distinction était essentielle à l'image de soi de Rickles. Bien que son numéro inclue de l'humour ethnique, il se targuait d'une approche égalitaire où chacun, quelle que soit son origine, recevait le même traitement. Le matériel de Clay, en revanche, s'en prenait souvent aux femmes et aux minorités d'une manière que Rickles trouvait profondément déplaisante. Lorsque tous deux furent programmés pour le festival Juste pour rire de 1989 à Montréal, Rickles exigea des changements d'horaire pour éviter de se produire le même soir. Les organisateurs du festival s'exécutèrent. En coulisses, Rickles aurait dit à Gilbert Rozon, le fondateur du festival, « Ne me mettez jamais à l'affiche avec ce type. Ce qu'il fait n'est pas de la comédie. C'est juste être un crétin pour les applaudissements. » La situation a dégénéré lors des Comedy Awards de 1991. En coulisses, Clay s'est approché de Rickles et aurait dit « On m'appelle le nouveau Don Rickles, mais je leur dis toujours qu'il n'y a qu'un seul maître. » D'après 3 témoins, Rickles a répliqué glacialement « Et il n'y a qu'un seul charlatan qui se sert de ma réputation pour vendre des ordures. » Clay, d'abord sous le choc, a tenté d'en rire. Rickles s'est éloigné. Le producteur de Comedy Central, Art Bell, qui était présent lors de cet échange, se souvint des conséquences très embarrassantes. Clay tenta de faire passer ça pour une simple plaisanterie, mais toutes les personnes présentes savaient parfaitement ce qui venait de se produire. Don venait tout simplement de l'exclure de la grande fraternité de l'humour. Pendant des années après, Rickles changeait de sujet quand les intervieweurs mentionnaient Clay. Lorsqu'on l'a interrogé directement sur Clay lors d'une apparition radio en 1995, Rickles a livré cette évaluation accablante. Ce qu'il fait n'est pas de la comédie, c'est tout autre chose. Ce rejet a durement affecté Clay. Dans son autobiographie de 2018, il a consacré plusieurs pages à son admiration pour Rickles et à sa déception d'avoir été éconduit par son idole. « J'ai calqué une partie de mon numéro sur le sien », écrivit Clay. Peut-être que je suis allé trop loin, peut-être que j'ai dépassé des limites qu'il n'aurait pas franchies, mais j'ai toujours cru qu'il comprendrait ce que j'essayais de faire. Dans les années 2000, alors que l'étoile de Clay pâlissait et que Rickles connaissait une véritable renaissance en fin de carrière, les deux hommes apparaissaient parfois aux mêmes événements. Des témoins ont décrit leurs interactions comme cordiales mais distantes. La blessure, semblait-il, s'était cicatrisée sans jamais vraiment guérir. Le choc de 2004 entre Rickles et Bill Maher a souligné le fossé générationnel et philosophique de la comédie. Invité de l'émission Real Time de Maher sur HBO, pendant la campagne présidentielle tendue Bush-Kerry, Rickles est devenu de plus en plus mal à l'aise, tandis que Maher le pressait de prendre des positions politiques claires. Lorsque Maher a qualifié l'une des réponses évasives de Rickles de typique de l'esquive républicaine, la tension est montée. « Je fais ça depuis que tu étais en couche, gamin », a rétorqué sèchement Rickles. « Ne me dis pas comment répondre à une question. » Maher, connu pour son style combatif, a insisté, suggérant que la génération de comédiens de Rickles manquait de courage pour aborder les vrais problèmes. Lorsque Rickles a tenté de détourner l'attention avec humour, Maher l'a interrompu en disant « C'est charmant, mais vous esquivez la question. » La séquence s'est terminée de manière gênante, mais la véritable confrontation a eu lieu hors champ. Le personnel de production a rapporté que Rickles s'en est pris à Maher dans la loge après, le traitant de pseudo-intellectuel suffisant et satisfait de lui-même, et jurant de ne jamais revenir à l'émission. C'était inconfortable pour tout le monde, a rappelé Scott Carter, producteur de Real Time. Don s'est senti piégé par les questions politiques, et Bill a trouvé Don évasif. Il représentait des philosophies comiques complètement différentes.
Fidèle à sa parole, Rickles a refusé toutes les invitations ultérieures des producteurs de Real Time. Lors d'un entretien avec le New York Times en 2006, interrogé sur les humoristes politiques, Rickles a fait une allusion à peine voilée à Maher, que beaucoup ont identifié. Certains pensent qu'avoir une opinion fait d'eux un humoriste. Je pense que faire rire les gens, c'est ce qui fait de vous un humoriste. Pour Rickles, qui avait diverti 9 présidents, quelle que soit leur appartenance politique, Maher représentait une tendance inquiétante dans le monde de l'humour, la primauté de l'idéologie sur le simple fait de faire rire. Ses amis ont noté que, bien que Rickles ait eu de fortes opinions politiques personnelles, il jugeait non professionnel de les laisser dominer sa personnalité publique. L'incident est devenu le symbole d'un fossé générationnel plus large dans la comédie, avec des vétérans comme Rickles, Newhart et Don Adams d'un côté, et des humoristes plus ouvertement politiques comme Maher, Janeane Garofalo et plus tard Jon Stewart de l'autre. Pour être juste envers Washington, les affronts perçus venaient probablement des différences fondamentales d'approche professionnelle plutôt que d'un manque de respect délibéré. Washington est connu depuis longtemps pour sa concentration intense et son immersion totale dans ses rôles. Lors de la promotion de Philadelphia, plusieurs de ses partenaires ont noté sa tendance à maintenir une distance émotionnelle pendant le tournage. Le réalisateur Jonathan Demme a plus tard qualifié cela, non pas de grossièreté, mais de processus propre à Denzel. L'assistant de Washington durant cette période, Michael Rodriguez, a offert un aperçu rare dans une interview de 2019. Denzel ne dédaignait personne. Quand il travaille sur un personnage, surtout un aussi complexe que celui de Philadelphia, il est ailleurs mentalement. Chaucer Osermans. Je l'ai vu passer devant les membres de sa propre famille sans les reconnaître lorsqu'il est dans cet état de concentration. Par ailleurs, l'incident des Oscars de 1990 s'est produit durant ce que Washington lui-même a qualifié de moment bouleversant de sa carrière. Dans une interview de 2021, revenant sur sa première victoire aux Oscars, il a avoué « Cette nuit-là, c'est un flou total ». J'ai probablement manqué de me connecter avec la moitié des gens qui m'ont parlé. L'agent de longue date de Washington, Ed Lamato, décédé en 2010, a un jour fait remarquer que son client n'avait jamais fait partie du circuit social d'Hollywood. Contrairement à de nombreuses stars de son calibre, Washington assistait rarement aux soirées de l'industrie, préférait garder un cercle restreint et de confiance, et se concentrait sur son art et sa famille plutôt que sur le réseautage. Plusieurs vétérans de l'industrie qui connaissent les deux hommes ont suggéré que l'affrontement reflétait des philosophies fondamentalement différentes du show business. Rickles venait de la tradition du Friars Club de Vegas, où les relations personnelles et le statut d'initié constituaient la monnaie d'échange. Washington représentait un nouveau paradigme hollywoodien, centré sur le travail lui-même plutôt que sur l'écosystème social qui l'entourait. Ils étaient comme des navires qui se croisent la nuit, observa le producteur vétéran Alan Horn. Don avait besoin de la validation et de la reconnaissance de ses pairs. Denzel n'en avait ni besoin, ni ne lui accordait une valeur particulière. Les deux approches fonctionnaient pour leurs carrières respectives, mais elles étaient fondamentalement incompatibles. Pourquoi Rickles, un homme célèbre pour la confrontation et l'honnêteté brutale, a-t-il gardé ses ressentiments privés plutôt que de les intégrer à son numéro ? La réponse réside dans la compréhension de la calibration minutieuse de la personnalité publique de Rickles. Toute sa marque reposait sur l'idée que ses insultes étaient finalement bon enfant, que sous monsieur. Sous ses pics acerbes se dissimulait une affection véritable. Si j'avais publiquement eu une querelle avec quelqu'un, cela aurait brisé toute l'illusion, a expliqué Marc Evanier, scénariste de comédie, qui a collaboré avec Rickles sur plusieurs projets. Le public devait croire que tout le monde était complice de la blague, que c'était une grande famille du show business. De plus, Rickles maintenait un code professionnel strict. Il s'en prenait toujours aux puissants, jamais aux faibles. À son avis, s'en prendre à quelqu'un qui l'aurait prétendument manqué de respect aurait semblé mesquin et vindicatif plutôt que drôle. Cette séparation minutieuse entre la performance publique et les rancunes privées était essentielle à la longévité de Rickles. Alors que les humoristes qui exprimaient leurs griefs se retrouvaient souvent isolés, Rickles a maintenu sa position dans l'industrie en présentant un front uni malgré ses ressentiments personnels. Don comprenait le jeu d'Hollywood mieux que presque n'importe qui, expliquait Norman Brokaw, agent de longue date de William Morris avant sa mort. À l'écran, sur scène, lors des interviews, tout le monde était son ami. Derrière les portes closes, c'était une toute autre affaire. Dans les années 2000, alors que sa carrière connaissait une véritable renaissance grâce au film Toy Story et au documentaire acclamé Mr. Warmth, Rickles avait trop de choses à perdre en révélant ses doléances privées. Son image de fin de carrière, celle d'un grand-père chéri de la comédie, qui pouvait tout se permettre grâce à son âge et sa stature, exigeait le maintien de ses cloisons publiques-privées. Peut-être plus important encore, Rickles comprenait qu'un conflit ouvert avec une personne jouissant du respect et de la stature universelle de Washington nuirait inévitablement à sa propre réputation. Le public se rangerait probablement du côté du
Face aux comiques d'insultes vieillissants, quelles que soient les circonstances spécifiques, il a donc maintenu la performance. L'illusion que son monde ne consistait qu'en bienveillance, parfois déguisée en insulte, jamais le contraire. Revenons à cette réception des Kennedy Center Honors de 2013, où Rickles, alors âgé de 87 ans, a délibérément tourné le dos à la main tendue de Denzel Washington. Ce qui rend ce rejet final si frappant, ce n'est pas seulement son timing, les deux hommes étant au crépuscule de carrières illustres, mais bien ce que cela révèle sur la psychologie complexe des rancunes tenaces. Rickles, l'homme qui a bâti sa légende en affrontant sans peur les puissants en face, a choisi un ressentiment silencieux avec le seul homme qu'il respectait peut-être trop pour l'affronter directement. Washington, plus axé sur son art que sur la politique du monde de la comédie, n'a sans doute jamais pleinement saisi l'ampleur des émotions que ces affronts perçus avaient provoqués. Ce moment résumait parfaitement Don, a observé le comédien Richard Lewis, témoin de l'échange. Le roi de la confrontation choisissant le silence plutôt que l'engagement. C'était l'insulte la plus cinglante qu'il put faire, refusant d'admettre l'existence de Denzel. Finalement, Rickles a emporté cette rancune dans sa tombe en 2017. Pas de réconciliation publique, pas de poignée de main finale, pas de reconnaissance de ce que beaucoup de ses proches décrivaient comme son ressentiment privé le plus tenace. Ceux qui connaissaient les deux hommes ont depuis spéculé sur ce qui a vraiment alimenté cette querelle à sens unique. Certains suggèrent que Rickles voyait en Washington une dignité et une gravité qu'il avait toujours secrètement désirées pour lui-même. D'autres croient que cette rancœur reflétait des angoisses générationnelles. Rickles, voyant son air de divertissement du rap-pack, cédait la place à un nouveau paradigme hollywoodien qu'il ne pouvait pas vraiment maîtriser. L'ultime ironie ? Le roi de l'insulte, qui a fait fortune en disant l'indicible, a trouvé une relation où il a choisi le silence plutôt que la confrontation. L'homme qui a éreinté des présidents en face n'a pas pu se résoudre à aborder l'affront perçu d'un acteur qu'il admirait secrètement. Parfois, comme avec ce moment figé à la réception du Kennedy Center, le geste le plus révélateur n'est pas ce qui est dit, mais ce qui reste délibérément non dit, tandis qu'une main reste suspendue dans le vide.